tous, bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité des perturbations à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal a décrété 48 heures de grève demain, mercredi et jeudi. Il dénonce le mauvais fonctionnement de plusieurs services, la non-application de la revalorisation des indemnités d'astreinte et la gestion du directeur de l'hôpital. Seules les urgences seront prises en charge durant ces 2 jours. Après la fin du débat sur le 13e mandat, le F24 se maintient en vie. La plateforme lance la lutte pour le respect du processus électoral et la libération des détenus politiques et d'opinion. La plateforme a annoncé une marche pacifique vendredi 23 juillet. Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, quant à lui, Aliou Sané, sera fixé sur son sort le 25 juillet prochain. Il a participé à la rencontre. L'actualité ce mardi, c'est aussi la Sonatel qui obtient provisoirement la licence d'exploitation de la 5G au Sénégal. Elle a présenté une offre de 34 milliards 500 millions de francs CFA à l'ARTP. Le processus de déploiement de la 5G démarre bientôt selon le directeur général de l'autorité. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Nous vous amenons ce soir à la rencontre du directeur général de Sunset Lavage. Il est passé de laveur de voiture, conducteur de moto à CEO d'une entreprise qui emploie une vingtaine de personnes. Rubrique à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres, tout de suite les développements. Je vous le disais tout de suite, mouvement d'humeur à l'hôpital régional de Ziguinchor. La section locale du syndicat autonome des médecins du Sénégal a décrété une grève de 48 heures les 19 et 20 juillet prochains. Les syndicalistes dénoncent les problèmes de fonctionnement des services médicaux, la non-application de la revalorisation des indemnités d'astreinte et une mauvaise gestion de l'hôpital. Explication de nos correspondants à Ziguinchor, Hassan Ba et Daouda Sambou. La section SAMES de l'hôpital régional de Ziguinchor décide de passer à l'action le 19 et 20 juillet 2023. Seules les urgences seront fonctionnelles. Les syndicalistes dénoncent un certain nombre d'aspects. Un déficit de fonctionnement des services médicaux lié à des problèmes de locaux, de ressources humaines et de matériel. Un faible niveau de rémunération et la non-application de la revalorisation des astreintes octroyées depuis le mois de janvier 2023 aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Un problème structurel avec l'absence d'instances de coordination dans cet hôpital. En effet, depuis bientôt 1 an, la majorité des services de l'hôpital fonctionnent au ralenti du fait de plusieurs raisons, notamment le déficit en ressources humaines qualifiées, l'absence ou la vétusté du matériel médical avec des pannes récurrentes, l'absence de produits d'urgence élémentaires de soins, la rupture continue des intrants. Les syndicalistes dénoncent aussi la gestion qu'ils jugent nébuleuse des directeurs de l'hôpital et la politisation de l'établissement sanitaire. Le SAMES dénonce le retard injustifié des procédures d'octroi des marchés d'acquisition de matériel médical, car depuis le début de l'année, aucun marché n'a été lancé. De même, le SAMES fustige la gestion politicienne de l'hôpital, basée sur le copinage, le népotisme et le favoritisme de la part du directeur pour certains agents, avec la création de plusieurs postes non indispensables et surtout budgétivores. La section SAMES fustige l'attitude de la direction de l'hôpital qui a conduit à cette situation de paralysie. Après avoir épuisé toutes les voies de négociation et observé plus d'1 mois de préavis, le bureau de la section SAMES du centre hospitalier régional de Ziguinchor décide de mettre en œuvre un plan d'action qui débute par un mot d'ordre de grève totale de 48 heures avec respect des urgences les mercredis 19 et jeudi 20 juillet 2023. Le SAMES se dit ouvert à toute forme de contribution pour la résolution immédiate de ces problèmes. Il demande au directeur de se ressaisir et le tient pour responsable de tous les désagréments qu'auront à subir les usagers. À présent, la réaction du directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor, Niamey Diop, rejette les accusations des syndicalistes et apporte au micro de nos correspondants des précisions sur sa gestion et les avancées notées dans l'hôpital.
S'il y a un directeur qui respecte les procédures de passation de marché, c'est moi. Parce que quand je suis venu ici en 2021, je n'ai trouvé aucun marché. Et depuis 2021, depuis que je suis là, je lance tous les marchés de manière régulière. Et comment l'ACP ose payer sans marché, sans contrat, sans rien. Donc ça, c'est vraiment une accusation gratuite comme ça, donc non fondée. Par rapport au matériel médical, tout l'hôpital peut témoigner aujourd'hui que depuis mon arrivée à la tête de cet hôpital en tant que directeur, avec l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Action sociale, beaucoup d'efforts ont été faits. L'exemple le plus patent, c'est le bloc laboratoire, où le ministère d'un seul coup m'a aidé avec une enveloppe de 139 milliards. Revenant sur le problème des astreintes, l'augmentation, c'est moi-même en tant que directeur qui ai accepté l'augmentation des astreintes. Depuis que je suis là, l'année dernière, la première année, nous avons augmenté les primes de transport et cette année, nous avons augmenté les astreintes, mais il y a des procédures à suivre parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand il parle de procédures par rapport à la passation de marché, il faut aussi qu'il accepte les procédures par rapport, n'est-ce pas, donc, à ces astreintes. Revenant sur la politisation de l'espace, moi je pense, et à la personne qui me parle de politique, de politisation, moi je lui pose la question. Si lui-même, si elle-même n'a pas de mot d'ordre, n'est-ce pas, donc à dérouler. Parce que tout le monde, toutes les personnes qui me connaissent, savent qu'ici à l'hôpital, moi je suis là en tant que directeur, je gère mon poste de directeur. Je n'ai jamais parlé de politisation, ni, n'est-ce pas, donc procéder à quoi que ce soit touchant, n'est-ce pas, donc les questions politiques. Ça, c'est faux, archi faux. Et Santé toujours, le directeur général de la SAPCO a visité ce week-end le chantier de la construction du centre ophtalmologique de Saly. Les travaux de ce centre, qui sera le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, ont été lancés il y a quelques semaines. Et d'après le directeur général de la SAPCO, l'infrastructure impulsera une nouvelle dynamique au tourisme médical. Le voici au micro de Muntaga Khan et Mamadouba. Je rappelle que ce sera le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest qui va traiter les maladies les plus compliquées des yeux, telles que le glaucome. Tout le monde sait que pour traiter le glaucome, pour la plupart du temps, pour une opération, il va falloir se rendre à l'extérieur du pays et ça coûte excessivement cher. La réalisation de ce projet va nous permettre non seulement de traiter le glaucome, mais également d'autres maladies très sensibles des yeux, pour les Sénégalais, mais également pour l'ensemble de la sous-région. N'est-ce pas? C'est important et cela va contribuer à faire ce qu'on appelle du tourisme médical. Parce qu'un Malien qui quitte le Mali pour venir se faire soigner, forcément, il va prendre un hébergement, il va payer des taxes, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme contribue beaucoup à l'économie nationale. Donc c'est important de réaliser des projets structurants qui vont dans le sens de l'amélioration vraiment de ce secteur. Politique à présent, après la lutte contre le troisième mandat, le F24 se lance dans la lutte pour le respect du processus électoral et la libération des détenus qu'il qualifie de politique ou d'opinion. La plateforme compte organiser un rassemblement pacifique vendredi prochain. Les membres du F24 ont fait face à la presse ce matin, compte rendu à Modobari et Barassau. 2 mois après le rassemblement pacifique du 12 mai qui a connu un franc succès, selon les membres du F24, ils entendent réitérer l'exploit sur le même site. Avec à la clé cette fois-ci d'autres points de revendication, annonce ce membre fondateur de la dite plateforme. Et l'appel aujourd'hui du F24, c'est que le rassemblement du 21 juillet prochain soit encore plus massif, que ce soit un rassemblement pacifique, mais un rassemblement massif. Un rassemblement des forces vives du Sénégal et de tous les citoyens du Sénégal pour des élections libres, transparentes, inclusives, mais aussi pour les libertés publiques. Un rassemblement dont l'objectif sera de rassembler le peuple dans toute sa diversité à la place de la nation. Malgré la non-candidature du président sortant, ce regroupement de partis politiques et de la société civile compte toujours poursuivre sa mission
jusqu'à la présidentielle de 2024. Mais cet appel à la paix et au rassemblement est celui du F24. Nous n'avons pas changé de trajectoire, nous n'avons pas changé d'objectif au-delà du troisième mandat. Nous avons souhaité des élections libres, transparentes, inclusives, comme moyen évident de faire baisser les tensions, de contribuer à la stabilité de ce pays, mais de contribuer aussi à la stabilité de la sous-région. Pour sa part, l'ancien Premier ministre Aminata Touré a abordé l'actualité avec le projet de modification de l'article 87 finalement abandonné. Elle a salué la posture adoptée par les parlementaires de tous bords confondus. Ils ont refusé ce projet de loi qui était une loi scélérate. Parce que le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Benno Bokk Yakaar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a appréciée hier. À l'endroit de son ancien proche, le président sortant, elle a exhorté à tâche de terminer son magistère sur une bonne note. Et Monsieur le Président de la République, nous voudrions vous dire, vraiment apaiser ce pays. Nous avions été dans tellement de stress avec la mort de jeunes. Vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Oh, vous n'avez pas eu votre troisième mandat, vous n'aurez jamais dû l'avoir, vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces députés, laissez leur mandat. Voilà, votre mandat, nous aurons le président de la République. Autre point abordé lors de ce point de presse, c'est le parrainage, la libération de ce qu'ils appellent de détenus politiques et le respect du processus électoral. Et puis lors de cette conférence de presse, le coordonnateur du mouvement Y'en a marre est revenu sur son dossier judiciaire en cours, arrêté puis libéré au mois de juin lors d'une manifestation non autorisée. Il était jugé ce matin. L'affaire a été mise en délibéré pour le 25 juillet prochain. Je vous propose d'écouter Aliou Sané. Suite à mon interpellation ici devant Souma Assistance et mon garde à vue et mes retours de parquet répétitifs entre les différentes brigades, la brigade de recherche, le commissariat central, la cave du tribunal, j'ai été présenté au juge d'instruction du deuxième cabinet. Mon avocat m'avait appelé pour me dire que le procureur il avait interjeté appel et que la chambre d'accusation devait statuer si est-ce que je vais aller en prison tel que le veut le procureur ou bien est-ce que je vais rester en liberté provisoire. Donc ça avait été renvoyé à aujourd'hui, ce mardi, et je viens d'avoir l'information venant de Maître Sarr comme quoi il a plaidé l'affaire et que ça a été mis en délibéré pour le 25 juillet prochain. Économie à présent, la Russie a décidé de mettre fin à l'accord qui permettait l'acheminement des céréales de l'Ukraine vers des pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Le docteur Ibrahim Ahad, chercheur à l'IPAR, Institut de prospective agricole rurale, analyse pour nous ce soir cette décision. Le voici au micro de Chersal. Pour ce qui concerne l'Afrique, il y a quelques mois, lorsque la guerre de l'Ukraine avait démarré, la CEDEAO avait conduit une étude qui montrait que l'impact, par exemple, de la suspension des importations de blé n'était pas aussi important pour certains pays africains qu'on le montrait. Ce sont surtout les pays comme l'Égypte qui étaient, disons, affectés par cela. Il y a d'autres pays qui gagnent plus dans les importations ukrainiennes, mais malheureusement on ne le voit pas. Des pays européens, des pays comme la Turquie gagnent plus dans ces importations, mais on a tendance à montrer que non, c'est l'Afrique qui va mourir dans ce cas-là, alors que ce n'est pas vrai. Une bonne partie des pays africains ont leur consommation tournée vers des céréales qui ne sont pas des céréales importées, c'est le maïs ou bien sur des tubercules. Donc il faut ce narratif-là, il faut vraiment le réinterroger. C'est vrai que la crise ukrainienne a des impacts partout, y compris sur nous, parce que la crise ukrainienne impacte le commerce international, et en impactant le commerce international, il impacte le commerce africain. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le fait qu'on fasse un focus sur les céréales ukrainiennes et qu'on dise que bon, les pays africains vont mourir, je pense que c'est quand même trop. Ce n'est pas la réalité.
Et en ce qui concerne l'assainissement, une étude du même institut montre que le taux d'accès à l'assainissement au Sénégal est de 61%. La direction de l'assainissement du Sénégal s'est fixée comme objectif l'accès universel à l'assainissement d'ici à 2030 et pour y arriver, 2000 milliards de francs CFA sont nécessaires. Omar Sen, directeur de l'assainissement, est toujours au micro de Chersal. Il y a de cela quelques mois, nous avons fait ce qu'on appelle un exercice de revue annuelle conjointe du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et au terme de cet exercice-là, il est apparu que le taux d'accès à l'assainissement est de 61,2% au niveau national. C'est un taux quand même très appréciable eu égard à ce qui se passe autour du Sénégal. Mais vous comprenez que le gap est toujours important parce que l'objectif c'est l'accès universel et nous sommes à quelques encablures de 2030. Cela montre que nous avons beaucoup d'efforts à faire en perspective. Et dernièrement, les études ont montré que quand même les besoins pour atteindre l'accès universel dépassaient largement les 2000 milliards d'ici à 2030. Ce qui veut dire quand même que cette étude-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet d'avoir des pistes, en tout cas nous propose des solutions afin que nous puissions mettre en place des mécanismes de financement qui puissent nous aider à avoir en tout cas les budgets nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre l'accès universel à l'assainissement. Je l'annonçais dans les titres, attribution de la licence d'exploitation de la 5G au Sénégal. La Sonatel remporte provisoirement l'appel d'offres de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Elle a présenté une offre de 34 milliards 500 millions de francs CFA. 3 opérateurs avaient soumissionné pour obtenir la licence 5G dont le processus de déploiement ne va pas tarder selon le directeur général de l'ARTP, Pierre Chenoun et Mafalfal pour les détails. La 5G amorce son arrivée au Sénégal sous la tutelle de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Mais avant de pouvoir déployer cette technologie de la 5e génération dans le pays, l'autorité a procédé à un appel d'offres vers les 3 opérateurs Sonatel, Expresso et Free. Le directeur général, Abdou Karim Sall, explique. L'objectif principal est de permettre à tous les opérateurs qui le souhaitaient de disposer de la licence 5G pour le grand bonheur de nos concitoyens. Et du 31 mai au 14 juillet, les chéquiers des opérateurs étaient sur la table pour répondre au prix minimum d'achat de la licence fixé par l'autorité elle-même. On avait fixé un prix de réserve de 19 milliards pour une quantité totale de 60 mégas. Finalement, seul l'un des 3 a été retenu, les 2 autres ne s'étant pas conformés au prix fixé. Comme le prix de réserve, le minimum était de 19 milliards 500 pour avoir la licence, nous pouvons considérer que la Commission a attribué provisoirement la licence 5G qu'à l'opérateur Sonatel. À cela faut-il ajouter les 15 milliards de plus que la Sonatel a déboursé dans l'achat de blocs de mégaoctets supplémentaires. C'est au total un prix de 34,5 milliards qui permettra aux Sénégalais, usagers de la Sonatel, de profiter de la 5e génération d'Internet. Kaolack aura bientôt un centre de formation professionnelle. L'infrastructure moderne équipée de matériel de dernière génération va coûter 4 milliards de francs CFA. Les autorités administratives de Kaolack ont organisé un CRD pour déterminer le lieu qui doit abriter cette infrastructure. Adamassar et Astomaï. Le département de Kaolack va bientôt disposer d'un centre de formation professionnelle moderne. Selon le DAGE du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, ce centre va accueillir de nouvelles filières. Parce qu'on avait l'habitude aujourd'hui d'avoir des centres orientés vers la couture et les métiers connexes. Donc aujourd'hui, c'est un changement de paradigme qui oriente aujourd'hui la politique de formation de l'État vers le secteur primaire pour aujourd'hui fixer la population au niveau local. Aujourd'hui, on aura des centres qui seront
à proximité et qui vont permettre aux jeunes à disposer d'une formation qualifiante pour on peut servir le marché du travail. Vous avez raison de dire qu'Kaolack était le bassin arachidier, donc une zone agricole. Donc c'est pourquoi on a aujourd'hui des filières orientées vers l'agriculture et l'élevage. On n'a pas dit que c'est un centre qui va uniquement accueillir ces filières-là. C'est un centre qui est appelé à se développer pour développer de nouvelles filières ultérieurement en cas de besoin. Cependant, quelques contraintes sont notées, notamment le site qui doit abriter l'infrastructure, mais de l'avis du gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, toutes les mesures seront prises pour trouver un bon site. Il faut dire que des contraintes également existent parce que à l'origine, il y a un site qui a été déjà identifié. Malheureusement, après des études qui ont été menées sur le plan environnemental, le bailleur avait estimé que ce site n'était pas adéquat. Aujourd'hui, maintenant, l'option, c'est de trouver un site alternatif. Nous en avons discuté lors de la réunion et des propositions ont été émises. Nous allons donc poursuivre tout simplement le travail pour voir avec notamment le groupe Mitrelli et également le ministère en charge de la formation professionnelle, voir quelles sont les mesures adéquates pour pouvoir identifier un site qui pourra abriter le centre de formation professionnelle de Kaolack. Le montant du projet est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables, c'est le nouveau projet du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique financé par ONU Habitat. L'objectif de ce projet est de repenser la construction au Sénégal afin d'optimiser l'espace. Une rencontre sur la question s'est tenue ce matin en présence de Nyanya Diouf et Mafalfala. Le projet national intitulé « Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables » a pour objectif de former une alliance pour le bâtiment et la construction qui regroupe les acteurs clés du secteur. Réagit le directeur général de la construction et de l'habitat au ministère en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, en plus du secrétariat permanent que nous avons mis en place, nous devons avoir un projet en commun et ensemble, mettre ensemble nos énergies. Ils travailleront avec beaucoup de structures, nous dit-il. Et aussi, surtout, le faire avec les écoles, le faire avec les universités, le faire avec les industriels, le faire avec les consommateurs, le faire aussi avec les banques qui doivent financer et aussi le faire avec les industriels. Donc, le travail que nous sommes en train de démarrer aujourd'hui, c'est vraiment dire à tous les acteurs de l'écosystème de la construction qui veulent aller dans le durable, parce que le durable... Leur objectif, ne pas construire comme il y a 20 ans. Ce que nous voulons, c'est que cette opportunité qui se présente à nous, c'est-à-dire nous sommes en train de refaire la ville, en refaisant la ville, qu'on le fasse en prenant en compte les défis d'aujourd'hui. Ne pas construire comme nous construisions il y a 20 ans, mais construire avec les matériaux les plus à même de gérer ce qu'on appelle les écarts de température que nous allons avoir. L'élaboration d'une feuille de route pour le bâtiment et la construction est le principal résultat du projet. Transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables au Sénégal. Elle présentera une approche globale et transversale des réductions des émissions de l'environnement. Maîtrise des ressources minières par le privé national, enjeux et perspectives. Quelle stratégie en vertu de la situation politique nationale? C'est le thème du panel initié par l'ingénieur géologue Lamine Diak Diouf. Selon le spécialiste, le Sénégal, beaucoup de défis attendent le Sénégal dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Je vous propose de l'écouter. Il se trouve que dans les prochaines années, nous allons avoir des revenus pétroliers importants, des revenus à partir de notre gaz, mais des revenus aussi à partir de nos ressources minières. Et donc, il faudra voir comment cette manne en ressources financières va être utilisée et quels sont les outils qui devront être posés
pour le développement de notre pays. Parce que jusqu'à présent, nous avons travaillé. Dieu nous a accordé la réussite. Maintenant, il faut commencer à réfléchir dès maintenant, n'est-ce pas, pour que ces ressources financières soient investies pour un décollage économique définitif de notre cher pays. Parce que le Sénégal, c'est un très petit pays par rapport aux autres pays du monde. Nous sommes sur une surface de 200 000 km². Nous parlons de 20 millions d'habitants. Peut-être que nous n'avons même pas encore atteint. C'est bon. Et Dieu a fait que nous avons les ressources naturelles que beaucoup de pays n'ont pas. Il y a des pays comme au niveau du Golfe qui ont du pétrole et du gaz, mais ils n'ont pas de ressources minières, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas de zircon, ils n'ont pas de phosphate, ils n'ont pas de plaine sur le désert. Il y a des pays qui ont de l'or, ou du diamant, du zinc, du cuivre, mais ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. Il y a des pays qui ont les deux, mais ils n'ont pas de plaine, ils n'ont pas de fleuve. Après avoir été laveur de voiture, puis conducteur de moto, Jakarta Maguette Seck s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a mis en place une société de lavage professionnel. Tapis, moquette, fauteuil, matelas, tout y passe. L'équipe de Réussir au Sénégal a rencontré ce jeune à la tête d'une entreprise qui emploie une vingtaine de jeunes. Aïssa Toukan. Tôt le matin, cette équipe de jeunes se pointe au Mariste, au Sunset Nettoyage. Dans le bureau du chef d'entreprise, les techniciens de surface sont dispatchés. Cap pour le premier lieu de rendez-vous de la journée. Nettoyer des fauteuils de fond en comble, tout un savoir-faire sur les lieux de lavage de tapis. Tout est nettoyé et séché en moins d'une heure. C'est ainsi que se résume leur quotidien, effectuer le nettoyage et la désinfection des locaux et tapis. Nettoyage immeuble après chantier, nettoyage tapis, nettoyage canapé. De ce fait, nettoyage canapé, c'est nous qui indi. Nous faisons des nettoyages après chantier, tapis, canapé, entre autres. D'ailleurs, nous sommes les premiers à proposer les nettoyages canapé et tapis. Nous nous sommes dit que ce serait bien de nettoyer les canapés sur place pour éviter aux clients les déplacements. Et ceci en moins d'une journée. Les tapis aussi, nous les récupérons et faisons le nettoyage, puis les livrons gratuitement. Pourquoi pas nous nettoyer en moins d'une journée. De ce fait, collecte et livraison gratuite. De tchak-tchak, laveur de voiture à technicien de surface, le parcours de Maguette a été parsemé d'embûches. Bi ñu commencé ben aspirateur lañ amone bo xamanteni 15 000 francs lañ ko jëndé. Commencé. Nous avons débuté avec un seul aspirateur qui nous a coûté 15 000 francs. Avant, je lavais les véhicules. C'est avec le temps que j'ai élargi ma vision des choses pour nettoyer les tapis à domicile. Les gens ont apprécié le travail de qualité. On prenait les cas rapides. Maintenant, nous avons nos propres voitures. C'est l'affaire qui commence à nice. Nous commençons à savoir ci liggéey bu am qualité. Qui bi di renforcer wu ta bi ngay commencer benn nit lañ won doon dugg ci bus ak car rapide léegi ñu ngi suñu auto yu bari. Un travail de longue haleine avec une équipe professionnelle bien formée avec toute une logistique. On a une vingtaine d'employés. On a plus d'une quarantaine de prestataires. Nous avons une vingtaine d'employés, plus d'une quarantaine de prestataires, plus de 4 voitures. Nous intervenons dans toutes les zones de Dakar, mais nous voulons l'élargir dans les autres régions. Cela va même permettre de créer des emplois. Et en plus, de permettre de créer des emplois. Dynamique et moderne, Sunset Lavage, fondé en 2017, offre des services de proximité,
à moindre coût. Comme nous le disons, c'est rapide, propre et efficace. Par exemple, laver les tapis d'un mètre 90 revient à 5 000 francs, la livraison incluse. Donc ce n'est pas cher. Franchement, il n'y a pas encore une entreprise qui fait mieux que nous. Service bu am qualité lañ jéem tek yombul mais dinañ ci pay lepp luñ ci mën. Malgré tout, les jeunes lancent un cri du cœur. ñun dañu nekk ay jeunes gëm que ne fii war nañ fi mën a ne toog fi tekki fi en plus waxuma la tekki fi sax mais jàppale yeneen ndaw ñi pour ñu gëm ko. Nous pensons sincèrement que nous pouvons rester dans le pays et réussir, mais surtout aider d'autres jeunes à réussir. Un jeune ne doit rien minimiser. Nous avions commencé avec un seul aspirateur. Aujourd'hui, nous avons réussi à importer une machine qui n'existe pas en Afrique. Même avec un visa des États-Unis, nous préférons rester ici. Que l'État aide les petites et moyennes entreprises en facilitant les financements et les formations. ci réew mi na dimbali PME yi encadrer leen former leen yombal leen papier yi yombal leen surtout financement yi. Maguette Seck, un nouvel exemple de persévérance et de courage qui prouve que réussir au Sénégal est bien possible. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. À demain.